100% Pirate. Il est le chef du Parti conservateur du Québec. C'est toujours un plaisir de l'accueillir. Adrien Pouliot, bonjour. Bon matin. On a beaucoup de sujets. Il se passe beaucoup de choses en politique, Adrien, de ce temps-là. Je pense que le timing pour le renouveau est là, en espérant que les Québécois saisissent le message. C'est toujours un peu épeurant de voir qu'on fait des constats par-dessus constats. Entre autres de l'économie québécoise, de plein de choses. On a vu les différents rapports qui sont sortis, un genre de blitz médiatique également de Québécois dans les journaux de Montréal et de Québec. Et je pense que, je me trompe peut-être, là, mais les responsables de ce fiasco économique sur une période de 45 ans, eh bien, ils seront réélus quand même, peu importe quand est-ce que va commencer l'élection. Ça m'inquiète. Comment est-ce que je pourrais dire? Comment l'électeur se comporte? Parce qu'on a toujours tendance à mettre ça sur le dos des autres. C'est beaucoup plus facile. Mais quand est le temps et le peu qu'on peut faire justement pour montrer qu'on veut des changements, et on fait dans nos shorts un peu. Est-ce que je me trompe? Je ne sais pas si c'est ça ou si c'est que il faut admirer la stratégie politique, par exemple, du PQ qu'ils ont mis en place là, depuis quelques mois. Le brassage de l'identité, de tout le courant identitaire avec la charte. D'une part, ça renouvelle un peu la flamme identitaire, la flamme souverainiste. D'autre part, on nous dit n'importe quoi au niveau de l'économie. Puis l'économie, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué à comprendre. Mais bon, quand Mme Marois annonce des subventions pour telle école ou telle bibliothèque ou mettons, une mine en Gaspésie ou des éoliennes, ben, les gens pensent que c'est bon. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est bon. Mais c'est pas bon. On le sait, l'argent, elle vient de quelque part, elle vient d'ailleurs. C'est rien que des transferts vers des usines ou des usines de fabrication qui sont moins productives qu'ailleurs. Et donc, on crée de la pauvreté. Avec ça, on crée pas de la richesse. Mais c'est compliqué, l'économie. Puis les gens, finalement, moi, j'ai parlé à bien des gens qui m'ont dit, tout compliqué. Moi, je m'occupe de ma petite affaire, puis j'essaie tout simplement de survivre dans mon petit milieu, mon petit patelin. Puis, Adrien, c'est vraiment compliqué, l'économie? Ben, c'est-à-dire que non, c'est pas compliqué, mais ils rendent ça compliqué. Les économistes essayent de donner l'impression au petit peuple que le gros bon sens là, de la Beauce, là, puis des agriculteurs, là, ça marche plus. C'est beaucoup plus compliqué maintenant. Les banques centrales, puis les impôts, puis les investissements, puis on nous donne l'impression vraiment que le gros bon sens économique ne tient plus la route, puis que maintenant c'est trop sophistiqué, puis c'est plus compliqué que ce l'était avant. Mais tu as raison, c'est pas plus compliqué que ce l'était avant. C'est encore les mêmes principes qui s'appliquent. Mais maintenant, on nous déresponsabilise, on nous dit non, inquiétez-vous pas, nous, on va s'occuper de l'économie. Et puis, on a aussi des syndicats, par exemple, et des professeurs dans des écoles secondaires, dans des cégeps, même des universités, qui ça fait 40 ans qu'ils tentent de nous faire croire que le modèle socialiste fonctionne. Mais tu sais, je veux dire, on n'a qu'à aller voir en URSS, ça marche pas, ça n'a jamais marché. Mais ces gens-là continuent. Il y a une espèce de déni là, des élites politiques qui tentent de nous faire croire que ça va pas si mal que ça. Puis on ressort des nouvelles où on manipule les chiffres. Je regarde Jean-François Lisée qui est incroyable comment est-ce qu'il manipule les chiffres. Mais finalement, en bout de piste, quand on regarde notre situation individuelle, elle n'est pas si bonne que ça. Les gens, les familles moyennes payent 50% de taxes et d'impôts. Ils n'y arrivent pas. Ils sont surtaxés, surimposés. Leur salaire augmente pas. J'ai vu, je voyais récemment que les salaires au Québec au cours de l'année qui s'est terminée en novembre 2013, que la rémunération hebdomadaire moyenne des salariés a reculé au Québec. Reculé! Mais on finit, nous laisser croire que tout va bien, puis tu sais, regarde dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, là, c'est pas les pages économiques qui sont les plus lues, là, c'est les pages de sport, tu sais. Ouais. Alors, les gens, finalement, c'est trop loin d'eux, c'est trop diffus, c'est trop
qu'est-ce que je peux faire? Les gens se disent, Tellement qu'est-ce que je peux faire? Moi, le petit mois, tu sais. Excuse-moi, Adrien, je trouve ça... quelque chose une fois par 4 ans, ils peuvent faire quelque chose, ils peuvent voter. C'est là que les gens doivent se dire, OK, ça fait 40 ans qu'on nous raconte la même affaire. Je regarde mon sort personnel qui s'améliore pas beaucoup. Je regarde la corruption. Je regarde tout ça. Puis finalement, y a-tu quelqu'un d'autre qui propose quelque chose de différent? C'est ça que ça prend. Il faut changer le livre de recettes qu'on a depuis 40 ans au lieu de changer de chef. On change de chef de temps en temps, mais il essaie toujours de faire lever le même soufflé avec la même recette, puis ça marche pas, ça dessouffle. Encore, moi, j'aime ça lire depuis jeune, lire le Globe and Mail, puis la première section que tu vas chercher, c'est l'économie, puis il me semble que c'est trippant. Quand tu te mets à suivre ça, c'est trippant, l'économie. Moi, je trouve ça aussi trippant que bien des affaires qui, aux yeux du monde, et peut-être, déjà, tu parlais du sport. Ben, c'est aussi trippant parce que tout dépend de ça. On est tous interreliés et c'est le nerf de la guerre. C'est vraiment ce qui va nous donner ce qu'on veut. Tu sais, des fois, on a l'espérance qu'on va peut-être obtenir telle chose, une nouvelle maison ou une nouvelle voiture. Et tout est relié à ce qui se passe au niveau de l'économie si on veut améliorer notre sort. On est tous reliés d'une certaine manière, peu importe où vous êtes. Moi, je trouve ça... C'est fondamental, l'économie. Mais au Québec, regarde, tu sais, on n'enseigne plus les cours d'économie là, au secondaire. Là. Ben, en fait, ils ont remplacé ça par un cours là, qui dure, tu sais, qui a 4 pages sur 300 dans leur gros livre qui donne au secondaire. Mais il n'y a plus de cours d'économie de base, là. Comprendre l'offre et la demande, comprendre comment se crée la richesse, comprendre que le gouvernement ne crée pas de la richesse, ne fait que déplacer de la richesse. Si le gouvernement vous donne quelque chose, ils l'ont pris ailleurs. Là. Tu sais, le gouvernement n'invente rien. Le gouvernement, ce qu'il fait, c'est il donne des nananes, finalement. Tu sais. Alors, il faut comprendre ça, ces choses-là, mais si on nous garde dans l'ignorance, si on garde le petit peuple dans l'ignorance, ben on jette de la poudre aux yeux comme on fait de ce temps-ci. Là. Il y a une espèce de pluie de cadeaux puis de subventions de la part du PQ. Et il y a des gens qui, moi, quand j'ai fait du porte-à-porte, il y a des gens qui me disent, c'est bon, le PQ, regarde, il crée des emplois, c'est comme le Fonds de solidarité, il crée des emplois, puis pourtant, ça doit être bon, l'indépendance. La preuve, c'est que M. Parizeau, qui est un économiste, est en faveur de ça. Ouf, c'est ça que j'entends. C'est incroyable. Il y a vraiment un travail d'éducation à faire. Là. Je sais que tu pourrais parler du fond de la FTQ tout de suite, mais je vais aller à ton point numéro 3 parce que il y a un lien avec ce qu'on vient de jaser. Le ministre Denis Lebel, un gars que j'adore, je trouve que c'est un gars qui a un bon franc-parler. C'est une star, ce gars-là. C'est dommage parce que on a tellement démonisé les conservateurs d'Ottawa, ici au Québec, qu'on n'est pas capable de voir les bons qu'on a. Puis sincèrement, Denis Lebel, c'est un gars dynamique, c'est un bon communicateur, c'est un gars smart, c'est un bon Denis Lebel. Je ne sais pas si toi tu le connais, mais à chaque fois que j'ai rencontré Denis Lebel, il m'a toujours surpris par ça. Bonne personne, toujours de l'avant, toujours crinqué, toujours avec une solution, comme on les aime. Il dit, il y a rien qu'une affaire, il dit, c'est un ancien maire du Lac-Saint-Jean, il dit, c'est plate en tabarouette de voir qu'on va dans la caisse qui est pour les pauvres, puis que le Québec, c'est celui qui en prend le plus. Mais je rajouterais ce qu'il n'a pas dit. Nous autres, on y va avec le grand sourire. On y va, regarde, on en prend, puis on prend quoi? C'est quoi, 55% du montant de la péréquation canadienne qui est dans la boîte, c'est nous autres qui part avec. Puis quand on est parti avec, puis ça, c'est moi qui le rajoute, pas Denis Lebel, on dit, prochaine fois que je viens, j'espère que je vais pouvoir en prendre plus. C'est exactement ça. Quand Denis Lebel a écrit, il a écrit dans les journaux à la fin janvier, parce que c'est un gars, comme tu dis, c'est un fier Québécois. D'abord, Denis Lebel, c'est quelqu'un qui est un père, grand-père, qui a des petits-enfants, puis qui rêve pour eux, finalement, du jour où le Québec va créer de la richesse, puis il espère que le Québec va être capable de fournir à ses petits-enfants des opportunités. Et il a écrit récemment une espèce de cri du cœur, finalement, où il a dit, ça n'a pas de bon sens, pour la prochaine année, le Québec va recevoir, comme tu dis, 55% de la péréquation, donc presque un peu plus que 9 milliards de dollars. Et il s'en désolait. Il trouvait que c'était comme honteux d'être dans une situation comme ça. Puis il est arrivé à ses propres solutions. Par exemple, il a parlé du plan Nord, tout ça. Puis
une des choses qui est intéressante, c'est qu'il a cité un chiffre de l'Institut de la statistique du Québec qui dressait. OK, là, c'est pas Statistique Canada, là, donc si c'est au Québec, ça doit être bon. Là, si c'est fait au Québec, ça doit être vrai. Et cet institut-là a dressé le portrait des finances publiques pour l'année 2012, puis ça montre que le Québec reçoit du fédéral environ 16 milliards de plus que ce qu'à soi il contribue à la Fédération canadienne. Donc, ils ont fait un peu le bilan, si tu veux, des revenus puis des dépenses du fédéral au Québec. Et honnêtement, je suis allé voir ça, là, puis c'est un peu hallucinant. Bon, il y en a qui vont dire, puis dans n'importe quel, tu peux faire dire au chiffre n'importe quoi. Là, moi, j'ai pris la période que l'Institut de la statistique a mis dans son tableau, de la période de 2007 à 2012. Il y en a qui disent, ben là, c'était la récession, puis tu as pris une période de 5 ans qui fait ton affaire. Puis de fait, c'est pas vrai vraiment quand tu regardes dans le passé, là. C'est un peu toujours la même tendance, c'est qu'il y a une hausse faramineuse des dépenses du fédéral au Québec, alors qu'il n'y a pas d'augmentation des revenus. Les revenus que le fédéral tire du Québec ont augmenté de 0,6% en 5 ans, mais les dépenses du fédéral au Québec ont augmenté de 21%, sont passées de 50 milliards à 60 milliards, donc 10 milliards de plus, ce qui fait que si on regarde un peu la soustraction, là, les revenus puis les dépenses, on voit que le fédéral, en 2007, a dépensé 7 milliards de plus que ce qu'il a reçu. En 2008, 12 milliards. 2009, 15 milliards. 2010, 19 milliards. 2011, 18 milliards. Puis 2012, 16 milliards. C'était renversant, là, mais il y a encore des gens qui pensent que non, si on se sépare, là, tout va bien aller parce que actuellement, dans le Canada, on fournit plus d'argent à Ottawa que ce que Ottawa dépense au Québec. Mais ce qui est un peu décourageant, c'est il y a une espèce de, je vais l'appeler la République des satisfaits, où il y a des gens qui ont tout intérêt à ce que ce système-là continue. C'est une espèce de triangle, là, une espèce de sainte trinité entre les politiciens, les bureaucrates, puis les groupes d'intérêt comme les syndicats, qui veulent que ça continue, ça. Parce qu'eux autres, ils en profitent. Il y a des compagnies qui profitent des subventions, il y a des syndicats qui profitent des monopoles. Évidemment, la bureaucratie profite de la croissance de la taille de l'État. Puis les politiciens, eux, ils en profitent parce qu'ils achètent des votes, donc ils se font réélire. Alors, cette espèce de triangle-là est monté aux barricades, monte aux barricades en disant non, le Bell, c'est pas un vrai Québécois, et puis ils sont pas gentils, puis ça m'énerve. Bashing, ça m'énerve. Ils sont pas des vrais patriotes, mais c'est pas ça. Moi, je trouve que si tu aimes le Québec, c'est ça que tu dis. J'aime le Québec. Exact, c'est ce que tu dis. Tu le dis. Oh, quand t'aimes le Québec, t'es pas content de ça. T'es en joie le vert de ça. Tu dois. Ceux qui veulent continuer à être comme ça, puis qui sont en déni actuellement, c'est eux qui aiment pas le Québec. Le 33-34% souvent qui votent péquistes, puis qui nous disent que eux autres, le Québec, ils savent ce qu'ils veulent du Québec, puis le Québec, on aime. Puis ils l'aiment bien plus, puis les autres sont des vrais Québécois. Je suis plus sûr de ça, ben, moi. Mais je suis d'accord avec toi. Ces gens-là, on va frapper le mur, c'est certain. Ces gens-là, eux, veulent continuer. C'est eux autres qui veulent qu'on frappe le mur, alors que des gens comme moi, comme le Parti conservateur du Québec, on dit il y a un problème, il faut changer, il faut changer le livre de recettes, parce que sinon, on va frapper un mur, puis là, ça va faire mal à tout le monde. Et moi, je trouve que d'être capable de dire ça de façon... c'est pas de la méchanceté, au contraire, c'est qu'on essaye de lever le drapeau rouge puis de dire il y a un problème. Et si on continue comme ça, on va faire comme la Grèce, puis l'Irlande, puis l'Italie, puis ce qui s'en va en France. Alors, c'est pas ça qu'on veut. Moi, je veux que mes enfants vivent dans une province où il y a des opportunités, où il y a de l'emploi, où il y a de la création de richesse, où les efforts sont récompensés, où l'excellence est récompensée, où on est dans une méritocratie, et où tu peux avancer si tu as des idées, puis si tu es entrepreneur, puis si tu offres des bons services. Mais c'est pas ça qu'on fait ici, dans le modèle québécois qu'on a. On encourage la médiocrité, on tire par le bas, tout le monde est égal, il faut pas qu'il y ait
de différence. Tout le monde est de la même couleur, tout le monde est pareil. Et si jamais tu réussis, on va te frapper. Là. On va trouver un moyen de... Soit que tu sacques ton camp ou encore on va te démotiver. Après la pause, Adrien, on va parler justement de rabaisser vers le bas, entre autres au niveau de l'éducation. Et on va parler du Fonds de solidarité de la FTQ dans un instant à radiopirate.com. Deuxième partie avec le chef du Parti conservateur du Québec, Adrien Pouliot. Adrien, on y va tout de suite, tiens, avec le Fonds de solidarité de la FTQ. Moi, je pense que dans la commission Charbonneau, une des choses qu'on devrait tout de suite arriver comme conclusion, c'est que, bon, si les syndicats, les grands syndicats veulent, à l'intérieur de l'organisation, se payer des affaires qui n'ont pas de sens avec des comptes de dépenses, puis que s'ils ne sont pas pognés par le fisc, ben, ils feront ce qu'ils voudront. D'abord, qu'ils laissent la chance aux syndiqués d'être ou non syndiqués, puis qu'on n'ait pas à donner 30% de crédit pour les gens qui embarquent dans leur fonds. Le reste, je m'en fous. Je sais pas ce que tu en penses. Ben, écoute, le Fonds de solidarité, moi, quand j'ai vu tout le tripotage de la commission Charbonneau autour du fonds, puis de la FTQ, puis tout ça, on a commencé à regarder ça un peu et on a réalisé, on a calculé au Parti conservateur du Québec toutes les contributions qui ont été faites au Fonds de solidarité puis au Fonds d'action. Combien d'argent a été investi dans ces deux fonds-là depuis le début? Puis honnêtement, on est tombé un peu à la renverse. Il y a 15 milliards de dollars qui ont été investis dans ces fonds-là depuis leur création. Et là, on a fait le calcul à reculons. On a dit, OK, donc combien de crédits d'impôt ont été payés par les contribuables aux actionnaires des fonds de travailleurs? Ben, la réponse, c'est que, puis là, ces crédits d'impôt-là, il faut comprendre là, que c'est de l'argent qui est donné par le gouvernement aux investisseurs dans les fonds de travailleurs. Donc, cet argent-là, évidemment, n'est pas venu de nulle part, elle est venu de quelque part, elle est venu des taxes et des impôts des autres contribuables. Et donc, ces contribuables-là ont payé 4,8 milliards de dollars jusqu'à maintenant pour subventionner les investisseurs dans le Fonds de solidarité puis le Fonds d'action. C'est quand même hallucinant, là. Oui. Et là, on s'est dit, ben, tu sais, est-ce que vraiment, y a-t-il quelqu'un qui s'est jamais posé la question, ça vaut-tu la peine, ça a-tu du bon sens quand même, 5 milliards de dollars, là, c'est de l'argent pas mal. Mais ce qu'on voit, c'est que, d'abord, les argents qui ont été récoltés, c'était supposé au début de servir pour aider les petites PME qui sont pas capables de se financer autrement, qui n'ont pas accès au marché public d'action, qui ont la misère à avoir du financement des banques. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est pas du tout le cas. De l'aveu même du Fonds de solidarité, il y a rien 15% de l'argent recueilli qui a servi à ça. Le reste, je te dirais qu'il y a à peu près la moitié. Quand tu regardes dans le Fonds de solidarité, là, il y a à peu près la moitié du fonds, dans le cas du Fonds de solidarité, c'est à peu près 5 milliards de dollars, qui est placé dans des investissements là, qui n'ont rien à faire là, avec le concept de la petite PME. Là. C'est des investissements dans des actions cotées à la bourse, des marchés boursiers ou dans des obligations. Comme par exemple, le fonds investit 174 millions dans des obligations du Canada, 592 millions dans des obligations du gouvernement de l'Ontario, 166 millions dans les obligations du Québec. Ça n'a rien à faire, là. Puis ils investissent aussi dans des obligations d'entreprises comme les banques canadiennes, comme Rogers Communications, comme Tim Hortons, comme Power Corp, comme Post Canada. Alors là, tu as 5 milliards de dollars investis là-dedans, et ce 5 milliards de dollars-là, avec le crédit d'impôt, ça a coûté 1,8 milliard en crédit d'impôt. Donc, on a subventionné des gens à la hauteur de 1,8 milliard de dollars pour investir dans des obligations d'épargne du Canada ou des actions de grandes compagnies comme AT&T, Barrick Gold, ExxonMobil, Google, Procter & Gamble, Shell. Tu vois, alors donc, on est loin du rôle qu'on a demandé au fond, là. On est très loin. Là. Mais là, évidemment, les fonds de travailleurs préfèrent parler de leur capital de développement, puis la création d'emplois, puis tout ça. Mais là, quand tu regardes, OK, c'est quoi ça, le capital de développement? Parce qu'ils parlent toujours de ça, et ils disent qu'ils ont investi la moitié de leur argent dans le capital de développement. Mais c'est une définition tellement élastique que ça comprend, par exemple, 450 millions de dollars en immobilier. Alors, on finance avec des crédits d'impôt des investissements dans des projets de condos,
des projets de promoteurs québécois à Calgary, des terrains de stationnement à Montréal, ou même, dans le passé, on a investi dans Construction Louisbourg, une entreprise de Tony Accurso. Puis ça, on appelle ça du capital de développement. Puis il y a d'autres capitals de développement qui sont des actions d'entreprise qui sont cotées à la bourse. Alors, par exemple, Transat, ça, c'est du capital de développement. Le Manoir Richelieu, Atrium, Métro Richelieu, Cogeco Câble, Rona, le club de hockey, les Canadiens. 40 millions investis avec Molson et BCE pour acheter le club de hockey, les Canadiens. Ça compte comme du capital de développement. Alors, tu sais, c'est étiré là, au maximum. Et finalement, ce qu'on voit, c'est que l'argent qui est investi là puis qui nous coûte une fortune en crédit d'impôt va pas vraiment aux vraies PME québécoises. Puis ce que ça fait, c'est que le fonds est tellement gros qu'il tasse tous les autres investisseurs privés, parce qu'il y en aurait des investisseurs privés, mais l'univers des investissements des fonds de travailleurs est tellement large et diffus que finalement, ils font ce qu'on appelle en anglais du crowding out. C'est une espèce d'effet d'éviction. Les autres s'en vont parce que le Fonds de solidarité arrive avec des conditions idéales, des conditions tellement généreuses qu'il n'y a pas d'argent à faire avec ça. Puis, est-ce que finalement, la grosse question, c'est oui, mais c'est supposé être rentable, tu sais, ça fait du rendement, cette affaire-là. Mais c'est pas vrai. Je veux dire, le rendement est pitoyable. Quand tu regardes le rendement du Fonds de solidarité depuis sa création, c'est 3,7 Mais Michel Arsenault a dit en commission qu'il était très, très fier des rendements du Fonds de solidarité de la FTQ. C'était une réussite. Oui. Mais regarde, là, depuis 10 ans, le rendement, c'est 3,3 %. Si tu avais investi à la Bourse de Toronto, tu aurais eu un rendement de 75 %. Si tu avais investi dans une entreprise, dans des petites entreprises de petite capitalisation aux États-Unis, là, ça aurait augmenté de 125 %. Puis moi, on a fait un calcul, OK, mettons qu'on avait une espèce de fonds d'investissement qui ressemblerait un peu au fonds de solidarité avec des actions américaines comme Google, cotées à la bourse, puis des actions québécoises comme Transat, puis bon, un petit peu d'investissement dans des petites entreprises privées québécoises. Ça t'aurait donné un rendement de 7,7 %. Bon, tu vas me dire, 3,3, 7,7. Ben, c'est une grosse différence, là. Si un actionnaire avait placé 1 000 $ auprès du Fonds de solidarité il y a 10 ans, il se serait appauvri de 716 $ par rapport au rendement qu'il aurait obtenu s'il avait investi dans le fonds équilibré dont je viens de parler. Alors, oui, l'actionnaire s'est enrichi du crédit d'impôt, mais cet argent-là, le crédit d'impôt, là, c'est rien qu'un transfert qui provient de la poche de quelqu'un d'autre. Là. Alors, au net... OK, mais justement, peux-tu... c'est important pour les Québécois, on parlait d'économie tantôt, puis l'économie 101. On dirait que les Québécois sont plus à l'aise avec les crédits d'impôt qu'une subvention directe, mais c'est quasiment du pareil au même, là. Non, c'est exactement du pareil au même. Ça vient d'ailleurs. C'est pigé de façon coercitive dans la poche des contribuables. Puis tu l'appelles une subvention ou tu l'appelles un crédit d'impôt, c'est la même affaire, c'est un transfert. Alors donc, si tu regardes les contribuables par rapport aux actionnaires du Fonds de solidarité, il y a un transfert de un à l'autre. Donc, au net, au total, là, on a pris quelque chose de la poche gauche puis on l'a mis dans la poche droite, donc il n'y a pas d'enrichissement collectif. Puis en plus, on a encouragé ces actionnaires-là à investir dans une patente qui génère pas de richesse ou très peu de richesse, puis ça aurait été bien plus rentable d'investir à la bourse ou dans des fonds équilibrés. On se serait enrichi de milliards de dollars de plus. Puis le pire, c'est que là, je te parlais du fonds de solidarité, mais le prix citron, là, c'est le fonds d'action, là. Ça, le fonds d'action, les actions du fonds d'action valent moins aujourd'hui qu'il y a 10 ans. C'est un rendement négatif de 1,2 % annuellement depuis 10 ans. En fait, le fonds d'action, les coûts d'administration du fonds d'action, c'est plus élevé que le montant des profits que ça a généré. C'est quand même hallucinant. Puis le pire de tout ça, puis c'est ça qui me fâche. Success story. C'est les syndicats qui nomment les administrateurs des fonds de travailleurs. Même si les syndicats n'ont jamais investi un seul sou dans les fonds, parce que les syndicats n'investissent pas dans le fonds de solidarité, là. C'est des actionnaires, des investisseurs privés qui investissent là-dedans. Alors, au fonds de solidarité, par exemple, il y a seulement 2 des 17 administrateurs qui sont nommés par les actionnaires.
la majorité des administrateurs sont nommés par le Conseil général de la FTQ. Puis là, on a vu là toute la chicane, tous les enjeux qui tournent autour de la chicane des clans qui existait à la FTQ Construction pour obtenir le siège au Fonds de solidarité. Question d'avoir accès au magot de la FTQ Construction. Alors, les administrateurs qui sont nommés et qui gèrent le Fonds de solidarité, là, ils sont redevables à qui tu penses? Est-ce qu'ils sont redevables de leur gestion aux investisseurs ou est-ce qu'ils sont redevables de leur gestion à leurs commettants syndicaux? C'est bien évident qu'ils sont redevables à leurs commettants syndicaux. Puis, alors donc, l'actionnaire, il peut pas voter pour décider qui va gérer ses fonds. Puis en plus, il peut pas voter avec ses pieds en vendant ses actions pour aller investir ailleurs s'il est pas content du rendement ou bien si, après avoir écouté la commission Charbonneau, là, il était inquiet de l'honnêteté des administrateurs ou s'il est inquiet, à moins d'être sur ton lit de mort ou à moins d'être pratiquement en faillite, là, il y a des exceptions très, très, très limitées où tu peux sortir de ton argent de ces fonds-là, mais autrement, les investisseurs sont pris jusqu'à leur retraite là-dedans. Là. Donc, c'est pas comme dans une compagnie, si t'es pas content du rendement, ben tu vends tes actions, puis tu t'en vas ailleurs, puis peut-être que les actions baissent en valeur, puis là, ben c'est un système d'alarme, tu sais, où les gestionnaires vont dire, ben là, tous nos actionnaires s'en vont. Et si c'est pas le cas, tout le monde est jamais. En plus, ils vont toujours nous dire que ça crée des emplois. Puis c'est ça que M. Arsenault disait à la commission Charbonneau. Hey, on a créé 500 000 emplois, mais d'abord, comme la façon qu'ils calculent ça, là, c'est gonflé à l'hélium, ces chiffres-là, là, c'est pas crédible. Mais en plus, de toute façon, c'est que c'est pas vrai. Ils ne font que déplacer des emplois parce que le 5 milliards d'impôts, là, qui ont pris dans nos poches pour financer les déductions fiscales, bien, ce 5 milliards-là, s'il était resté dans nos poches, on l'aurait investi, on l'aurait épargné, on l'aurait dépensé, mais on aurait créé de la richesse avec ça. Donc, on fait seulement déplacer le 5 milliards, sauf que, comme on l'a vu, le 5 milliards qui a créé ces fonds-là génère des rendements minables. Et donc, finalement, on aurait été bien mieux de ne pas déplacer le 5 milliards puis de laisser les gens investir à la bonne place pour générer plus de richesses. Il nous reste un peu de temps. On reviendra avec le sujet des professeurs. Finissons sur ce sujet-là. Moi, j'en reviens pas de voir la position molle de Couillard sur l'histoire qu'on a appris. Là. Tu sais, toute la magouille. Puis là, il y a beaucoup de choses qui ont sorti de là qui sont comme passées très, 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 très vite. On essaye, en tout cas, dans les médias de pas revenir ben sur l'histoire du deal entre Claude Blanchette et la FTQ, puis le pouvoir que la FTQ peut avoir sur la famille Marois-Blanchette, puis la fiducie familiale qui est reliée à toute cette histoire-là. La position libérale est vraiment outrageuse. Disons que la CAQ a une position beaucoup plus ferme qui a l'air à plaire à beaucoup de monde. Quelle est la position d'Adrien Pouliot et du Parti conservateur là-dessus? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose là ou c'est une game plus politique que d'autres choses? Puis dans le fond, il y a peut-être pas grand-chose. Puis même si on frottait, puis on faisait venir M. Blanchette devant une commission puis qu'on le questionnait, on n'aurait pas grand réponse anyway. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on creuse ça. Je porte pas de jugement pour l'instant, mais disons que c'est un peu étrange. Là. Tu sais, quand on entend ce qui s'est dit lors d'écoutes électroniques, puis les gens, quand ils disent ça, ils savent pas qu'ils sont écoutés. Là. Donc, ce qu'ils disent, ça vient du cœur. Tu sais. Quand on dit on a un deal et Marois, ce qu'on dit indirectement, finalement, c'est qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter parce qu'on a attaché Marois via M. Blanchette. C'est préoccupant. Puis le pire de tout ça, là, Jeff, c'est que en bout de piste, là, est-ce que M. Bolduc, le président de la FTQ, du Fonds de solidarité, y a-t-il démissionné? Non. Est-ce que tu as vu des administrateurs du Fonds de solidarité démissionner? Non. Mais c'est toujours ça. C'est ça. Il n'y a rien qui se passe. Alors, ces gens-là sont comme nommés à vie, là, peu importe leur rendement, peu importe ce qui se passe. Je veux dire, si ça avait été une compagnie privée, ça serait un scandale. Une compagnie cotée à la bourse, ça serait un scandale, cette affaire-là. Alors, moi, je pense que oui, ça vaut la peine de creuser ça. Est-ce que ça va amener quelque part? Je le sais pas. Mais tu sais, M. Blanchette, avec tout le respect, quand on regarde son historique, il y a eu toutes sortes de choses qui sont passées. Il a été toujours très proche du pouvoir. Hein. On se rappelle quand il a été nommé à la SGF comme président de la SGF, ben c'est
c'est sa femme qui avait négocié son contrat avec lui. Puis quand le gouvernement péquiste était sur le point de perdre ses élections, M. Blanchette a vu son contrat bonifié par sa femme. Oui. Et même maintenant, M. Blanchette profite d'une rente qui 85 000 $ par année. C'est exactement. Avant ça, on se rappellera de tout l'épisode du manoir du couple Marois-Blanchette sur l'île Bizarre. Comment est-ce que tout ça s'est arrivé? Je ne dis pas qu'il y a eu de la fraude, là, mais... le dézonage, il y a un grand questionnement, là. Il y a une histoire là. Il y a une histoire là du fait qu'ils ont acheté ce terrain-là qui était zoné agricole et puis finalement, la Commission de la protection du territoire agricole au début avait dit non, on peut pas dézoner ça, on laisse ça comme ça. Et là, finalement, on a trouvé une espèce de clochard qui vivait dans une petite cabane toute dilapidée sur le terrain, et ça a donné des droits acquis. Et finalement, le couple Marois, en fait, M. Blanchette a réussi à acheter le terrain pour 62 000 $. Puis bon, ça n'a pas de sens. 62 000 $ à l'île Bizarre. Le spot était écœurant. C'est tout un prix. Je dis pas qu'il y a de la fraude, mais disons que, tu sais, tout ça, là, ça, moi, en tout cas, je pense que ça vaut la peine d'investiguer ça. Puis ce qui m'a frappé, moi, dans toute cette histoire-là, c'est que il y a eu de l'écoute électronique pendant quoi? À peu près 1 an, tu sais. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant les 4, 5, 6, 7, 10 autres années? Oui. On a eu rien qu'une petite fenêtre, là. Puis rien que la petite fenêtre, ça nous a monté toutes sortes de petites choses. Je te dis pas, OK, il n'y a pas eu de meurtre, là. Il n'y a pas eu tu sais, c'est pas comme la PEG, là. Mais quand même, ce qu'on voit, c'est un tripotage autour de ces fonds-là. On est co-sanguin. On est co-sanguin, hein. Exactement. On est vraiment une petite famille très tissée serrée, puis tout le monde a de l'influence sur tout le monde. Moi, à date, là, moi, j'ai vu mes taxes municipales augmenter, Hydro augmente, tout augmente. Moi, j'ai l'impression, on se dit ça souvent ici, j'ai l'impression qu'il y a une gang qui se font un Christy de beau party, puis on n'est jamais invité. Jamais, jamais, jamais invité. On paye le party, par exemple. C'est nous autres qui le payent. On paye 50% de nos revenus en taxes directes, indirectes, de toutes sortes. Puis quand on voit des trucs comme la commission Charbonneau, on finit par se dire c'est ça, tous ces entrepreneurs-là qui sont des voleurs. Puis je me demande des fois si ça explique, je sais pas si tu as vu, il y a quelques semaines, on a vu qu'il y a un sondage qui est sorti où les Québécois disaient que la majorité des Québécois disaient que les entrepreneurs québécois, les entreprises québécoises, c'était pas bon pour le Québec. Ouais. Ben là, c'est un peu décourageant quand tu vois ça, mais peut-être que ça vient justement de ce qu'on voit à la commission Charbonneau, puis des gens qui se mettent l'argent dans les poches comme ça, là. Ouais. Hey, merci Adrien, toujours un plaisir de te parler. On se parle prochainement. Adrien Pouliot, bonne journée. Adrien, bien sûr, le grand chef du Parti conservateur du Québec. Vous pourrez voter pour ce parti-là à la prochaine élection. Les rumeurs du mois de mars. On vient dans un instant à radiopirate.com.